Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on s'intéresse aux 5 conditions pour établir un dialogue social efficace dans votre entreprise. Et Rachel Brochoir va tout vous expliquer. Elle est directrice des relations sociales chez Swile, elle est notre invitée. Le cercle RH, la parentalité, est-ce un handicap pour la carrière? On en parlera avec Marine Descendre, les parents zen, et Lucie Vatrin, fondatrice de Juners. On parlera évidemment notamment des retours de congé maternité et de ce juste équilibre entre vie pro et vie perso. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec un guide pratique pour comprendre et intégrer le handicap en entreprise. Et on accueillera Céline Marcignac, directrice à responsabilité sociale du groupe Steph. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du dialogue social. Ça se passe notamment au sein des CSE. Quels sont les bons outils, les bonnes postures justement pour avoir un dialogue social réussi? On en parle avec vous, chère Rachel Brochoir. Ravi de vous accueillir, directrice des affaires sociales chez Swile. Swile, qui est un outil, une plateforme qui permet évidemment de rassembler pas mal d'avantages, comme on le dit, aux salariés. Swile qui parle au CSE, il faut bien le préciser, qui a une relation forte avec les CSE. Très forte. Rachel, quels sont les conseils ou les éléments concrets qui viennent justifier un dialogue social efficace? On commence par quoi? Je dirais pour avoir un dialogue social efficace, je mettrais 5 conditions qui sont très pratiques pour les entreprises. La première condition, c'est de parler, d'anticiper avant qu'il y ait un problème. Une réorganisation qui est déjà décidée, des tensions qui sont déjà installées dans une entreprise, c'est déjà trop tard pour pouvoir instaurer un dialogue social efficace. Pour pouvoir anticiper les irritants, les remontées de crise, il est important de mettre en place des moments de partage, d'échange avec les partenaires sociaux. Ne pas hésiter à le faire, ça c'est important. Il ne faut pas hésiter, et la régularité dans les échanges va indéniablement créer un climat de confiance avec les partenaires. Il ne faut pas forcément attendre l'agenda social pour pouvoir échanger, poser les choses sur la table. Il ne faut pas attendre les réunions mensuelles, c'est trop tard. Il faut vraiment instaurer dès le départ cet échange-là, et même, je dirais, même s'il n'y a pas de conflit au sein de l'entreprise. Vous dites en fait finalement garder le contact, garder ce lien en dehors, je dirais, des grands-messes. Oui, voilà, en dehors de l'agenda social et de nos obligations, je dirais, juridiques, légales. Vous tenez aussi, je le sais, beaucoup à la notion d'information. Oui, alors ça, c'est, je dirais, la deuxième condition. Il faut partager une information claire et transparente. Le vide informationnel dans une entreprise, il est très vite rempli, et on le sait bien, il est souvent rempli parce qu'on appelle des ragots, des bruits de couloir, des radiomoquettes, etc. En fait, les élus, les représentants du personnel n'attendent pas forcément que tout soit parfait. Ils attendent de l'entreprise de comprendre vers quoi l'entreprise va, quels sont les objectifs, quelles sont les marges de manœuvre, quels sont, je dirais, les targets, les enjeux business. Et de par mon expérience, un sujet difficile est souvent bien adopté, assimilé lorsqu'il est expliqué. En fait, tout ceci, la transparence. Sans tabou, on fait tomber les murs, on se dit les choses. On se dit les choses, et effectivement, ça crée inévitablement aussi un dialogue responsable. C'est très lié le troisième point, parce que vous évoquez ces 5 conditions. C'est aussi l'idée, dans cette espèce de moment où en dehors du calendrier de l'agenda social, on se dit les choses et où on accepte, et ça vous y tenez, la contradiction. C'est important, un dialogue social efficace, c'est pas que tout le monde soit OK, d'accord. Et au garde à vous. Sur les sujets, bien au contraire. Il faut que chacun puisse poser sur table les irritants, les sujets, etc. Un élu qui vient à challenger, questionner sur un sujet, c'est pas forcément un opposant. Il joue son rôle d'élu. Et à l'inverse, un dirigeant qui sait écouter les remontées terrain
va éviter, dans la plupart des cas, des erreurs coûteuses. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. C'est aussi une compréhension de ce qu'est un élu côté direction et de ne pas en avoir peur, parce que c'est de ça dont il est question. Totalement. Et peur de la contradiction. Et peur de la D'être contradiction. challengé. Il y a un autre sujet. Alors celui-ci, je dirais, il est syndical et politique. Ça marche aussi chez les élus politiques. C'est passer, je dirais, de l'intention à l'action. C'est-à-dire, bon, les promesses, le bavardage, c'est sympa, mais après, il faut agir. Il n'y a rien de tel que des réunions aboutissent sur rien. Ça casse la confiance. Il faut effectivement... il faut instaurer... Je dirais que le nombre de réunions, c'est pas ça qui va faire l'efficacité d'un dialogue social. C'est pas vos ordres du jour, c'est pas la multiplicité. La réunionite. La réunionite n'aboutit à rien. Ce qui est vraiment efficace, c'est qu'il y ait des actions concrètes qui découlent des échanges. Ce qu'on dit, on le fait. Voilà. Donc ça oblige l'entreprise, là je me place du côté de l'entreprise, à, lorsqu'elle prépare ses réunions, à avoir des billes quand même, des petites choses. À bien en amont, à travailler des sujets, avant tout business, je dirais, Oui. et bien anticiper. Un mot quand même sur cette notion de dialogue social, parce qu'on le voit en creux, c'est aussi un outil de performance. En tout cas, ça doit devenir un outil de performance. Et d'autant plus lorsque l'entreprise a son enjeu de pouvoir retenir, fidéliser les talents. Le dialogue social est un véritable, pour moi, je pense, un atout concurrentiel, parce que se savoir dans un dialogue, rentrer dans une entreprise et se savoir dans un dialogue social sain, communicant, il n'y a rien de tel. C'est un véritable atout concurrentiel. Oui. Donc, en conclusion, si on respecte ces 5 points, parce qu'il y a un vrai travail là, vraiment d'organisation, d'écoute, de temps de parole, de temps d'échange, et j'ai envie de dire de sincérité aussi. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, 5 conditions, on est dans un monde idéal. 1, 2, 3... C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et je pense que lorsqu'on a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'idéal pour pouvoir accompagner au mieux ces transformations d'entreprise. Merci Rachel Branchoir de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est un peu un angle mort. On n'en parle jamais de ces coulisses finalement de ce dialogue social, avec quand même des éléments clés à retenir dans ces 5 conditions. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Directrice des affaires sociales chez Swile. Je vous dis à très très bientôt. Merci. On tourne une page, on s'intéresse à des enjeux importants d'ailleurs qui impactent les familles, les femmes, mais aussi les hommes, la parentalité quand on devient parent. Eh bien oui, ça impacte nos vies personnelles, mais aussi nos vies professionnelles. Comment équilibrer vie pro, vie perso? C'est le sujet de notre débat, c'est le cercle RH, et j'accueille mes invités. Le cercle RH pour parler parentalité. Parentalité, c'est un mot un peu technique pour dire simplement quand on est papa ou maman, eh bien ça modifie évidemment la carrière, ou ça peut la modifier. On va parler aussi des politiques de parentalité. Qu'est-ce que mettent réellement les entreprises en place pour trouver ce juste équilibre entre vie pro et vie perso? On en parle avec mes invités, 2 invités. Marine de Sandre, merci d'être sur le plateau. Les Parents Zen, oui, c'est ça. C'est votre entreprise. Vous venez régulièrement d'ailleurs dans notre émission. Et vous êtes venu, alors pas les mains vides, parce que vous, avec un cadeau, deux membres de votre équipe, sans question pour comprendre et agir, c'est destiné au DRH, construire une politique familiale impactante en entreprise, édition AFNOR, avec 100 questions pratiques justement sur ces politiques. Et on va en parler avec vous, Lucille Vatrin. Vous êtes déjà venue sur notre plateau en parler d'ailleurs, fondatrice de Juners, je l'ai bien dit? Oui. Merci d'être là. Je suis allé sur votre site et on voit un des éléments qui peut faire partir un collaborateur et une collaboratrice, j'ai découvert sur votre site que c'était d'abord l'absence de politique de parentalité. C'est incroyable. Je pensais que c'était des enjeux de salaire, de négociation. Non, c'est la parentalité. Pour les jeunes, aujourd'hui, c'est vraiment très important, et c'est ce qui ressort aussi dans notre dernier baromètre qu'on a mené avec Ipsos BVA. On a donc 89% des répondants qui disent que le soutien à la parentalité est un critère important pour choisir son entreprise. Donc c'est vraiment... Ouais.
qu'est-ce qui justifie qu'une femme s'en aille parce qu'on ne fait rien pour la parentalité? Moi, j'avais le sentiment, peut-être naïvement, que les DRH s'étaient emparés du sujet. Alors, il y en a qui s'en sont emparés. Donc, il y a des entreprises qui avancent et heureusement, on agit, les parents zen, moi et beaucoup d'autres. Mais il y a encore des entreprises qui pensent que c'est un sujet qu'on doit laisser à la porte en arrivant. Moi, j'aime bien prendre l'image du sac à dos. En fait, quand on est parent ou même aidante, on a un sac à dos sur le dos et on ne peut pas le poser en arrivant. Et comme on ne pose pas ces dossiers compliqués ou ces problèmes de travail à la maison, ils sont quand même là. Du coup, le fait de prendre le collaborateur ou la collaboratrice dans son intégralité, ça change quand même tout sur le fait de se sentir exister en entièreté, en fait, et de ne pas être un peu schizophrène de un jour je suis A et un jour je suis B. Je suis maman, puis quand je rentre dans l'entreprise, c'est fini, je suis plus maman et je deviens... Ce qui est totalement impossible, évidemment. Exactement. Quand même, sur l'étude, le baromètre dont vous parliez, il y a 91% des parents des jeunes enfants salariés ont modifié au moins un aspect de leur vie professionnelle. J'ai envie de dire, là, on défonce un peu une porte ouverte parce que tous ceux qui ont été parents, bon, globalement, l'ont vécu et ça impacte. Mais il y a quand même 84% qui disent qu'ils ont rencontré au moins une difficulté lors de la reprise du travail. Alors, on pense spontanément au retour de congé maternité. Est-ce que c'est de ces femmes dont il est question ou est-ce qu'il y a des hommes qui disent qu'effectivement, c'était aussi compliqué pour eux? Quand on regarde les pourcentages, évidemment, c'est plus pour les femmes, mais c'est normal, puisque c'est les femmes qui s'absentent plus longtemps, donc qui sont un peu plus déconnectées, je dirais, qui doivent refaire un re-onboarding. Et c'est vrai que c'est intéressant, ce chiffre du baromètre, parce qu'il y a aussi un chiffre qui dit qu'il y a uniquement 32% qui ont pu faire un entretien avant de partir en congé maternité avec leur manager ou les RH. Et ça, c'est quelque chose qui coûte pas cher. Toutes les entreprises devraient mettre ça en place. Asseyez-vous ou assis-toi. C'est de la réassurance. Oui. Comment tu l'envisages, même si, évidemment, on n'est pas la même personne avant d'accoucher et après. Parce qu'il peut y avoir des petits changements sur la route, mais globalement, se dire qu'on a été entendu, que quand je reviens, peut-être que j'envisage de prendre un 80%, c'est pas sûr, je vais y réfléchir, mais c'est comme ça, ou j'envisage d'allaiter, est-ce que vous pourrez mettre des choses en place? Et ça permet de partir plus sereine, en fait. Mais dans les stats, sur un global de 100, dans toutes ces entreprises, elles sont des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions en France, c'est quoi la répartition? La plupart n'ont pas de politique de parentalité ou font le strict minimum? On n'a pas de chiffre précis, mais je pense que c'est pas... Avec vos thermomètres respectifs. C'est une petite partie encore. Il y a beaucoup de potentiel. Qui prennent là. Ou un quart, moi je dirais pas autant. Je pense qu'on est entre 25 et 30, peut-être. Donc ça veut dire une politique de base de parentalité, ça serait quoi? Et une politique maximale, et il y a des questions posées dans ce livre qui serviront au DRH, ça serait quoi? Le meilleur des mondes et le pire des mondes? Je pense qu'on a chacun son curseur, et puis ça dépend aussi de l'âge des enfants. Mais je trouve qu'il y a des moments clés quand même dans la vie d'un parent. Évidemment, quand on tombe enceinte, mais j'ai envie de dire, en fait, en préconception, un parcours de PMA, c'est un parcours du combattant, pour l'homme comme pour la femme, avec des piqûres, des hormones. Quitter le lieu de travail. Donc, quitter les nombreuses fois, et les pères ne peuvent pas forcément toujours accompagner la plus un, parce qu'ils n'ont pas le droit dans la loi, alors que la femme peut partir comme elle veut, notamment sur ces rendez-vous-là. Donc ça, ce serait peut-être un must... un joker, mais en final, c'est quand même essentiel si on veut qu'il y ait demain des enfants sur cette planète. On parlait de la PMA, mais j'irais pour un cas plus traditionnel, c'est-à-dire je dépose ma fille à la crèche ou mon fils à la crèche. Je n'ai pas de réunion à 8h30. Voilà, pas à 8h30. Je voudrais aller la chercher à 5h30 parce que 18h30, ça fait tard. Ou il y a quelque chose. Ou parce que j'ai même envie de la voir. C'est ça contribue à une politique moderne de parentalité. Oui, ça s'appelle de la flexibilité. Et ça se fait ou ça se fait pas? Oui, ça se fait, bien sûr. Nos clients qui mettent en place un vrai accompagnement de la parentalité, ils le font de façon globale. Et c'est notre rôle de les conseiller là-dessus. Donc on n'est pas là juste pour leur réserver des places en crèche à côté du domicile des salariés. C'est vraiment un accompagnement global qui va jusqu'à rédiger une charte de la parentalité, qui va les accompagner sur la communication qu'ils doivent faire en interne, en externe. Enfin, Là, plus récemment, j'ai été appelée cette semaine par Conto, canicule, les enfants, il faut s'en occuper. Déployer des solutions pour que les enfants on puisse s'en occuper. Donc après la crèche. Comment on fait? On amène des animatrices, des animateurs sur site. Sur site, chez Conto? Il y a la clim, contrairement aux écoles, dans la grande majorité. Bien sûr. Donc on amène les enfants aux frais, les parents peuvent continuer de travailler et puis venir voir leur enfant
Donc c'est dans le Midi. prolongement de la crèche, puisque les crèches ont fermé plus tôt, C'est il y ça. avait des vraies difficultés effectivement de Là, de c'est crèche. vraiment à Celles partir de qui n'ont pas 3 ans. la climatisation. Ouais. Et du Exact. coup, on va s'occuper des enfants toute la journée. Ça permet aux collaborateurs de se dire, bon, bah, je peux aller bosser, mon enfant, il est pris en charge, il va faire des activités sympas. Et Conto, là, pour le coup, répond vraiment aux besoins de son client, de ses salariés, en fait. Mais ça renvoie au titre et au nom de votre entreprise, les Parents Zen, parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que le vrai équilibre d'un collaborateur engagé, c'est qu'en fait, vous le dites, il fait une réunion de 2 heures, il est à fond, il va tout donner, puis il va Ouais. quand même passer un quart d'heure. En fait, les deux s'emboîtent d'une manière harmonieuse, évidemment. perso et pro. C'est ça l'avenir aussi d'une entreprise, qu'elle intègre à 360 les sujets. Bien sûr. Et puis c'est prouvé aussi que les femmes, quand elles deviennent mamans, elles développent un savoir-faire, une compétence justement d'organisation, d'efficacité qu'elles n'avaient peut-être ou qu'elles avaient moins avant, si vous voulez. Donc c'est vraiment... On a plein de soft skills en Ouais. tant que parents qui font qu'on devient... alors, je ne veux pas dire que les non-parents ne sont pas performants, mais on développe pour justement s'adapter parce qu'on a un cutter au début et un cutter à la fin. Donc, on doit être efficace sur ce temps-là. On ne doit pas flâner. 25%, vous l'évoquiez toutes les deux, 25-30%, vous étiez plutôt d'accord d'ailleurs sur ce volume, sur la modernité, puis le reste. Quels sont les freins? Parce qu'on va en parler avec vous, parce que vous avez des clients qui cherchent des solutions avec les Parents Zen, et vous avez aussi des clients vous êtes un peu le pompier, là, vous venez éteindre les incendies. C'est quoi les freins? Qu'est-ce qu'on vous dit? Mais non, c'est pas possible, ça va être trop compliqué, ça va être trop cher. Moi, je vais Oui. être cliente. On a des comités de direction qui sont encore très masculins, potentiellement pas hyper open mind sur ces sujets et qui disent en fait, c'est pas, Ça ne nous regarde pas, ça nous regarde pas, c'est pas notre sujet, ça rapporte pas d'argent et puis c'est un sujet de femme. Vous êtes C'est d'accord vrai. avec ça? Oui, enfin c'est vrai que les clients chez qui on a mis en place une politique parentalité, il y avait toujours un déclencheur en fait. Il faut toujours qu'il y ait une problématique chez les décideurs. Donc est-ce que c'est la collaboratrice qu'on veut vraiment aider parce qu'on en a vraiment besoin, ou est-ce que c'est soi-même perso, on est confronté? Oui. J'ai même un client, je ne dirais pas qui c'est, il se reconnaîtra peut-être, qui m'a dit dans un cocktail que ça allait lui permettre de redorer son blason de patron. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est- Parce que Donc il ça sentait qu'il l'ennuyait. n'avait pas une super image. Non, parce que ça l'ennuyait que les collaborateurs lui montrent à chaque fois les photos de leurs enfants, de leurs nouveau-nés. Il me saoule. Et lui venait d'être grand-père pour la première fois. C'est lui qui saoulait à son tour des collaborateurs. Il s'est dit, tiens, c'est une bonne idée ça. Ouais. J'y avais pas pensé. Parentalité, c'est aussi le fait que les papas puissent prendre aussi leur congé paternité, alors qu'il a été rallongé d'ailleurs. On parlait de re-onboarding. Globalement, le re-onboarding, c'était un sujet de femmes, puisque globalement, nous, on pouvait s'arrêter à peu près 3 mois, quoi, si j'élargis un petit peu. Et aujourd'hui, les pères vont aussi pouvoir s'arrêter 3 mois. Donc, je pense qu'on a une belle avancée pour l'égalité face à notamment un job ou à une promotion, qui puissent prendre leur place, qui puissent se saisir de cette opportunité de créer du lien avec leurs enfants. Donc, ça va devenir un sujet d'hommes et de femmes. Ça va devenir, ça se met en place à partir 1er juillet. 1er juillet. On est un petit peu en stress au niveau RH parce que tout n'est pas encore bien sec. Le décret est sorti quand même très tard. Oui, parce qu'on se souvient des 11 jours. Bon, moi, j'étais resté 11 jours. Oui, On était à Oui, 28. c'était le Bon, premier après, avancé, voilà. 28, non, mais j'entends, moi, j'étais au temps de la préhistoire. Et je me souviens, non. dans les rédactions, déjà, les garçons, les hommes, ce qui fut mon cas, ne prenaient pas ces 11 jours dans l'immédiateté. On les collait aux vacances 3 mois après. Ouais. En Espagne, ils pensaient ce qui allait se passer ça quand ils ont mis le même niveau au niveau des congés Ouais. maths et pâtes. Et en fait, ils ont été assez étonnés, mais les pères l'ont pris. Ok. Les Bah, pères l'ont pris. Oui. Ouais. Donc, Alors, on n'est pas Ah, au même peut-être, taux que la quoi. femme, évidemment, et je pense je suis pas sûre qu'on l'atteigne quand on sera encore vivant, mais globalement, il y a quand même une grosse prise des pères, et je pense qu'ils prennent de plus en plus leur place sur ce sujet-là. avant de nous quitter, parce que justement, pour tordre le cou à l'idée que les comités de direction, c'est des hommes et qui disent, bon, écoutez, ces histoires de bébés, de langes et de couches, ça ne m'intéresse pas. Un mot quand même sur les enjeux de performance, parce que dans l'étude, on voit quand même, chez vous et dans le baromètre, 45% ont envisagé de changer d'emploi en raison d'un manque de Eh oui. soutien dans leur entreprise en matière de parentalité. Mm. Et on sait que quand un collaborateur part, ça a un coût énorme, parce qu'il faut réonboarder, Reformer. reformer. 9 mois de salaire. Voilà. Ouais, Donc ouais. c'est colossal. Oui. Ça, c'est un argument aussi levier Ah pour ben, vous, toutes les deux, évidemment. parce que vous êtes des Évidemment. militantes du sujet. Évidemment. Ne perdez pas des collaborateurs en or Ouais. au prétexte que la politique ne vient pas. Vous m'avez pas dit les freins.
ok, les hommes sont un peu machos, veulent pas s'occuper de ces sujets. Il y a des freins plus business, ça rapporte pas d'argent, c'est Il y a pas aussi, rentable. selon l'ADN de l'entreprise, on peut avoir une opposition entre les parents et les non-parents et se dire que si on met en place une politique qui est vraiment brandée parentalité, On on oublie. peut mais avoir oublié. Du coup, d'où l'intérêt ça, c'est vrai. de faire une politique parentalité, évidemment, mais parler de famille ou de parler de conciliation des vies au sens large pour pouvoir inclure les Vie gens. pro, vie perso. Oui, voilà. Pour Il y a qu'on une inclue. réponse à cette question dans le livre. Karine Arquet, Ouais. Tiffaine Mayol, je ne les ai pas cités, c'est Oui. une des membres de votre équipe. Oui, Karine Arquet, oui, et Tiffaine Mayol, elle est indépendante. Elle est indépendante. Voilà. La réponse, c'est quoi dans le livre? Je ne me souviens plus C'est la question exactement, piège. mais mais ce qu'il faut dire, c'est que de toute façon, il faut impliquer tout le monde. Et moi, ce que je pense, et ma philosophie en tant que chef d'entreprise, c'est que une société qui est parent-friendly, les jeunes se projettent, même s'ils ne sont pas encore parents, ils se projettent dans cette société. C'est forcément une entreprise qui est bienveillante. Donc, de toute façon, ça rapporte, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, il faut arrêter de se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on fait pour les non-parents? Et puis j'imagine qu'il y a un bouche à oreille aussi. Quand une entreprise est gérée family friendly, comme vous dites, très ouverte sur ces sujets de parentalité, il y a un effet entraînant des collaborateurs. On qui sont... attire potentiellement plus de femmes, si je rentre un petit peu dans des... C'est pas des clichés, mais globalement, une politique parentalité bien construite, bien amenée et qui répond à des problématiques va amener des femmes. Juste bien construit, bien amené, on ne l'a pas dit. Pas de réunion à 18h30 parce que c'est débile, pas à 8h30, on est d'accord. C'est quoi? Quels La sont les... flexibilité globalement, des jours d'enfants malades, potentiellement x2 si je suis famille monoparentale, puisque j'ai la casquette des deux parents. Voilà. C'est des places en crèche pour soutenir les parents, mais aussi du smart sitting pour le soir après l'école, le mercredi, quand j'ai besoin de soutien. C'est des journées enfants où je peux ramener mon enfant dans mon entreprise. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses. Où je peux ramener mon enfant à l'entreprise. Oui, des journées pour que l'enfant découvre l'entreprise. Le lieu de travail de papa. On en a fait une la semaine dernière. Il faisait un peu moins chaud que là. Donc ça plaît beaucoup. Oui, ça plaît beaucoup. Day, Family Day, c'est des moments vraiment où on va créer du lien. Outre, on peut voir le truc juste maquillage, coloriage, mais c'est pas que ça en fait. Les enfants important. sont hyper contents de voir leurs parents identifient, travailler. C'est là ta salle de réunion, c'est là tes collègues, ton bureau où tu es tous les jours. Donc ça crée beaucoup de liens. Et puis vous devenez le papa de un tel. Ouais. Et je deviens la maman de un tel. Vous n'êtes pas juste comptable, RH ou marketing. Je suis identifié comme un être humain à part entière. Exactement. Donc, vous devriez faire ça là pour Smart Job, parce que comme ça, ils verront exactement comment ça se passe. Oui, et puis du coup, les deux parents de 5 ans, ils ont les mêmes problématiques, globalement. Semaine prochaine, je viens avec ma fille, je vous le promets. Voilà. Merci. Ah bah oui. Ça sera au frais. Ah bah oui, et vous serez là. Merci mesdames de nous avoir éclairés sur ces enjeux de parentalité essentiels. C'est pas un gadget, c'est un vrai sujet central. Les parents zen, c'est votre entreprise Marine de Sandre. Votre livre, Construire une politique familiale impactant en entreprise, édition AFNOR, éditeur de référence, faut-il le préciser. Les deux autrices, Karine Arquet et Tiffaine Mayol. Merci à vous, Lucille Vatrin, fondatrice de Juners, à la fois pompier qui vient éteindre les incendies, mais aussi sur des programmes de longue durée d'accompagnement, évidemment. Merci à vous deux, mesdames. On tourne une page et on se dirige tout de suite, sans attendre, vers Fenêtre sur l'emploi, avec un guide pratique, justement, en direction des personnes en situation de handicap. Et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec un guide pratique pour comprendre et intégrer les personnes en situation de handicap en entreprise. Un guide pratique et que nous apporte Céline Marcignac, directrice responsabilité sociale du groupe STEF. D'abord, un tout petit mot sur le groupe STEF pour comprendre évidemment les enjeux. Et on va parler de ce guide, évidemment, qui est très important. Oui, alors STEF, c'est une entreprise de logistique et transport sous température contrôlée pour les produits alimentaires. Et notre mission, c'est d'approvisionner tout le monde en Europe en alimentation. Et vous voyez la marque à travers tous nos camions qui circulent avec les 2 ronds bleus. Les 2 ronds bleus. Parlez-nous de ce guide. Comment est né ce guide ? Alors, ce guide transport et logistique... je vais le prendre si vous le voulez, je vais le montrer. Bien sûr. Construit donc avec TLF, est un guide à destination des entreprises du transport et de la logistique pour les accompagner avec des bonnes pratiques dans la mise en place d'une démarche et d'une politique pour l'emploi des personnes en situation de handicap avec des conseils très pratiques. Alors, c'est né en fait...
de l'histoire de TLF, parce que ça fait depuis 2000 que la branche est active sur cette question. Et aujourd'hui, c'est une branche plutôt vertueuse, puisqu'on a un taux d'emploi dans la branche de 6,9%. Absolument, au-dessus de 6%. Voilà, exactement. Qui est le chiffre, évidemment, clé. Clé, l'obligation légale. Je précise que l'union des TLF, c'est l'union des entreprises de transport et logistique de France. C'est important, donc qui incarne en fait l'ensemble de la profession. Une branche très très active, qui recrute beaucoup, qui a beaucoup de postes à pourvoir, à la fois sur la partie opérationnelle, en conduite et en préparation de commandes. TLF, c'est l'ensemble du secteur. Je voudrais quand même préciser que le groupe STEF, et c'est important de vous le dire parce que c'est à vous que je m'adresse, vous avez un taux d'emploi TH qu'on appelle en 2025 de 7,98%, largement au-dessus des 6%. Dans un secteur où, a priori, on se dit que c'est compliqué d'intégrer des personnes en situation de handicap. Comment vous faites? J'imagine que c'est une politique importante, oui. Menée de longue date. Exactement, de longue date. Alors, pour construire cette politique, on a d'abord démarré en 2007 par un diagnostic de la situation sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Et puis, on a construit une démarche avec un objectif validé au plus haut niveau d'engagement sur le recrutement, l'intégration, le maintien dans l'emploi au cours de la carrière professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc, l'année prochaine, en fait, on fêtera 20 ans d'engagement en matière d'emploi. Vous avez une longue expérience, oui. je parle Steph, vos équipes et vous, qui a permis, j'en suis sûr, d'irradier, d'apporter oui. des contributions, parce que dès le départ de ce guide, c'est intéressant, c'est comprendre le handicap, parce qu'on parle du handicap, c'est très vaste. Oui. Le handicap sensoriel, le handicap psychique, les maladies invalidantes, enfin, il y a plusieurs sujets qui sont traités dans ce guide. Exactement. Alors peut-être trois points clés qu'on peut retenir, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. Oui. Ça, c'est déjà quelque chose qui est méconnu. Donc, avoir déjà cette information, c'est important. Et un autre point qui est méconnu, c'est que 85% des handicaps arrivent au cours de la vie. Bien sûr. Soit à travers un accident, soit à travers l'apparition d'une maladie. Et c'est vrai qu'on a encore aujourd'hui des stéréotypes sur le handicap, avec finalement une vision du handicap qui est le handicap visible, alors que beaucoup... La chaise roulante, enfin la personne... Voilà, la personne moteur. En fauteuil roulant avec un handicap moteur. Il y a plein d'autres... Il y a plein d'autres handicaps, le handicap sensoriel, le handicap psychique, le handicap mental, tous les troubles neurodéveloppementaux, et puis tout ce qui concerne les maladies invalidantes. Un mot avant de nous quitter, c'est un guide qui est destiné à tous vos collègues DRH du secteur. Rien n'empêche les autres de le regarder, parce que c'est un sujet très transversal. Quel conseil vous donneriez? Parce que vous avez de très bons chiffres, vous avez une politique très engagée. Par quoi il devrait commencer? Lire le guide, j'imagine, évidemment. Alors, lire le guide et puis... partir avec un objectif clair sur la politique qu'on souhaite mener, un engagement de la direction générale, parce que c'est essentiel. Ça part d'en haut. Ça part d'en haut. Une sensibilisation massive du personnel pour que le climat d'accueil soit un climat inclusif. Donc, il faut mettre des moyens sur la sensibilisation, la formation, des ressources dédiées, parce que le handicap, c'est un sujet complexe, protéiforme et vraiment très précis, avec des situations individuelles et des solutions à apporter très précises. Aménagement d'un poste, aménagement, horaire de travail, budget absolument. Pour avoir ces aménagements. Donc, des ressources allouées, un budget alloué, et puis du pilotage, comme n'importe quelle démarche, pour vérifier les tendances, voir l'évolution des indicateurs, et puis ajuster en fonction des résultats. Ouais, c'est un travail de dentelle, c'est un travail extrêmement précis. Exactement. Et souvent très individualisé, parce que chaque personne a une situation particulière. Tout à fait. Alors, il y a des typologies d'handicap différentes, et comme vous venez de le dire, c'est vraiment de la dentelle, parce que aucune solution n'est la même pour personne. Merci d'être venu nous rendre visite avec ce guide transport logistique, comprendre, intégrer le handicap par l'Union des entreprises de transport logistique. Je rappelle, Céline Marcignac, que vous êtes la directrice responsabilité sociale du groupe STEF, cette marque bien connue que l'on voit sur nos routes et autoroutes. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, merci à Nicolas Juchat, évidemment, merci à Charles à la réalisation, merci à Paul, merci à Léa qui nous accompagne depuis plusieurs mois et merci à Lilou qui sera avec nous quelques jours encore. Je vous dis à très très bientôt, bye bye.